de ce webinaire qui porte, vous l'avez compris parce que c'est marqué sur le titre, qui porte sur la transition SaaS de Chronos. Je regarde le nombre de participants, c'est une nouvelle fois un grand plaisir en fait d'avoir autant de clients réunis et je remercie évidemment chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. 45 minutes, c'est le temps que nous allons passer ensemble, à peu près, avec 3 intentions claires pour Assis en tout cas. La première intention, c'est de vous informer, sans ambiguïté, de la stratégie SaaS de votre solution Chronos. Deuxième intention, c'est de vous donner de la visibilité sur les échéances relatives à cette stratégie. Et puis la troisième, c'est vous présenter le dispositif que nous mettons en œuvre pour répondre à cette stratégie. Alors, comme l'a dit Delphine en introduction, je vous invite à écrire vos éventuelles questions dans le bouton Q&R. Voilà, on aura le plaisir évidemment de les prendre en compte et d'y répondre en fin de webinaire. Donc moi, je suis Franck Giraud, directeur général adjoint d'Assis et j'ai particulièrement en charge la mise en place de la stratégie marketing, commerciale et service au sein d'Assis. Je suis accompagné dans ce webinaire de Stéphane Vanacker, qui est le CTO d'Assis et qui est donc garant à ce titre de l'innovation technique et technologique et qui est en charge donc des équipes R&D et infrastructure. Je vous propose 3 grandes parties dans l'ordre du jour. Première partie sur la trajectoire SaaS de Chronos, qui va vous permettre de vous donner la visibilité évoquée il y a donc quelques secondes. Ensuite, un retour d'expérience d'un de nos clients historiques, le GHT Sud Val d'Oise Nord Hauts-de-Seine, qui a gentiment accepté une nouvelle fois de témoigner et donc je remercie. Et puis nous ferons un zoom, avant les questions-réponses évidemment, nous ferons un zoom sur le dispositif que Assis propose dans le cadre de la transition vers le SaaS. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner 2 statistiques. La première statistique, c'est 62% des clients d'Assis utilisent d'ores et déjà une de nos solutions en SaaS. Et la deuxième statistique, mise à jour d'ailleurs depuis le mois de juin, qui était le mois du premier webinaire, c'est plus de 95% désormais des demandes de nos prospects exigent une réponse en SaaS uniquement. Donc vous voyez, en fait, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le SaaS, c'est une réalité, c'est le sens de l'histoire, c'est en tout cas vraiment notre conviction. Alors, les explications à ces statistiques sont multiples et je pense que 45 minutes ne suffiraient probablement pas pour toutes les citer. Le constat que nous on fait en tout cas, c'est que au-delà de tous les bénéfices du SaaS, c'est par effet miroir le mode on-premise qui devient de plus en plus complexe et qui devient en fait un vrai casse-tête. Et parmi toutes les pièces de ce casse-tête, on en a recensé un certain nombre qui nous paraissent les plus prégnantes. Problèmes de cyber, avec voilà, les problèmes qu'on peut connaître actuellement. En tout cas, ce sont des problématiques qui sont anxiogènes et de plus en plus compliquées à adresser. Des problématiques d'interopérabilité. Tous les outils doivent être interconnectés, voilà, vous le savez mieux que moi. Problématique de coût, évidemment, puisque en fait, le matériel informatique, au-delà du fait que ça devient de plus en plus rare et long à avoir, c'est de plus en plus onéreux. Et puis, ça devient très rapidement obsolète, notamment en raison de l'avènement des nouvelles technologies, de l'IA, etc. On constate aussi chez nos clients beaucoup de problématiques de recrutement, où finalement trouver des profils IT multicasquettes sur un marché très pénurique, c'est très très compliqué et c'est souvent des grands moments pour les RH. Et puis de plus en plus de normes et de directives de l'État arrivent. Et ces normes poussent clairement le logiciel en SaaS sur des infrastructures cloud. Voilà. Donc tous ces sujets, renforcés en fait par une statistique issue de Capchase, qui montre à quel point, la statistique, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est 85% des logiciels professionnels seront en SaaS d'ici à 2025. Donc en réalité,
on n'est pas en train de discuter d'un modèle économique, on est en train de parler vraiment d'un modèle technologique. Et à ce titre, Assis pense, nous on pense, voilà, que les éditeurs, s'il en reste, qui proposent les deux solutions, c'est-à-dire leur logiciel et en on-premise et en mode SaaS, en fait, ils se mettent en danger d'un point de vue techno et quelque part, ils font pas vraiment du SaaS, quoi. Alors, le choix d'Assis, il est sans ambiguïté. Le choix, c'est de suivre nos convictions, de suivre le sens de l'histoire, et donc c'est de proposer nos solutions uniquement en mode SaaS et de vous accompagner dans la transition SaaS. C'est fort de cette décision que nous avons pris la trajectoire suivante. En termes de maintenance, la version 10 on-premise de Chronos passera en long time support à partir du mois de décembre de l'année prochaine, donc décembre 2025. Alors, c'est quoi le long time support? C'est une forme de maintenance corrective uniquement, qui sera plus onéreuse que celle que vous avez aujourd'hui, au sein de laquelle Assis s'engagera évidemment à fournir les patchs de sécurité, les patchs relatifs aux anomalies bloquantes, les anomalies bloquantes au sens contractuel du terme, et ce pendant une durée de 2 ans, pour toutes les versions on-premise de Chronos. Si on parle maintenant des aspects évolution, la version on-premise 10 donc de Chronos bénéficiera d'évolutions fonctionnelles mineures jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire décembre 2025. En revanche, à partir de l'année prochaine, donc du début de l'année prochaine, toutes les fonctionnalités majeures de Chronos et donc les nouveaux modules seront exclusivement disponibles en SaaS, donc dans les versions SaaS de Chronos. Indépendamment de cette stratégie et de cette trajectoire, vous le voyez, hein, clairement SaaS only, on est vraiment convaincu que le SaaS représente une formidable opportunité pour vous et pour tous nos clients. D'abord, pour les utilisateurs de Chronos, parce que finalement, le SaaS, qui dit SaaS, dit mise à jour en continu, dit déploiement en continu. Et ça signifie que, sur Chronos, tous les 15 jours, les utilisateurs vont bénéficier d'évolutions ou d'adaptations, avec, évidemment quelques nouveautés qui seront de fait, puisque, c'est tous les 15 jours, extrêmement faciles à prendre en main. Pour les RH ensuite, puisque, on peut dire qu'on en a fini, des phases de recettes. Voilà, les tests ennuyeux, les tests chronophages, on sait en plus que c'est pas le métier, de nos utilisateurs et des équipes RH de faire des recettes. Et ben ça, c'est terminé. Tous ces tests-là, c'est terminé en mode SaaS. Puisque plus de grosses migrations et plus de grosses mises à jour. Donc plus besoin de faire de recettes. Ce sont aussi des avantages pour les équipes SI, puisque tout le temps alloué aujourd'hui, à l'exploitation et à l'administration finalement, IT, de Chronos pourra être réalloué, à d'autres tâches, sur des outils peut-être plus métiers. Et enfin, évidemment, beaucoup d'avantages aussi pour les directions et notamment les directions financières, puisque, les budgets, pardon, sont beaucoup plus maîtrisés en SaaS, et pas à se soucier finalement de coûts internes ou de coûts externes ou de coûts, qui seraient liés à des futures migrations. Puisque, vous l'avez compris, le déploiement continu, engendre la fin des migrations, longues, et onéreuses. Voilà, en tout cas, parmi tout ce qu'on a pu identifier comme avantage pour nos clients, un échantillon pour, chacun des personas, en fait, de nos clients. Pour évoquer les sujets suivants, je vais, te laisser la parole du coup Stéphane, puisque, bien plus spécialiste en la matière que moi évidemment. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la relation entre le SaaS et la qualité. C'est vraiment deux éléments qui se font écho en fait l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas aller en SaaS s'il n'y a pas la qualité logicielle,
Et le SaaS apporte beaucoup de qualité également intrinsèquement. Donc, on a maintenant un recul de près de 3 ans sur un des déploiements massifs qu'on fait chez nos clients. Et en déployant tous les 15 jours, on s'aperçoit en fait qu'on n'a jamais eu besoin finalement de revenir en arrière. Donc, on est toujours dans une perspective positive, c'est-à-dire que sur 75 versions, on n'a jamais désinstallé la version pour revenir à une version précédente. Et les seules fois où on a eu ce qu'on appelle des problèmes ponctuels sur un ou deux clients qui nous a paru ou dans une situation dans laquelle on a considéré qu'il est nécessaire de corriger avant d'attendre 15 jours, on a sorti des hotfix et ces hotfix ont permis de débloquer la situation et d'aller de l'avant sans qu'on rentre dans une logique de hotfix sur hotfix, etc. Donc, à chaque fois, ça a corrigé la situation, ça nous a permis d'aller de l'avant. Et pour donner une idée, il y a eu 5 hotfix depuis juillet 2021. Et le dernier hotfix majeur était en septembre 2023. Donc, c'est quelque chose qui se raréfie de plus en plus et dont l'impact est de moins en moins important. Alors, pourquoi on a réussi à faire ça? C'est essentiellement par des choses qu'on avait mis en place avant le démarrage en SaaS pour le préparer justement. C'est près de 25 heures de tests qui se font. Alors, 25 heures de tests par des machineries automatiques, il n'y a pas d'intervention d'humain. Et ça nous permet en continu de vérifier que eh bien, ces versions sont en cours de développement, sont correctes. En plus de cette machinerie automatisée, on a à chaque fois qu'on fait une modification sur une ligne de code, une ou plusieurs, même une ligne de code, il y a 6 niveaux de validation, parmi lesquels des relectures de code, parmi lesquels des tests unitaires, des tests d'intégration, des vérifications par des quality analysts, par des product owners, et enfin par des tests d'intégration en grandeur nature ou sur des environnements qui correspondent à des cas clients. Donc ça, je pense que ça a été constaté par nos clients, c'est une vraie fierté et donc ça nous permet d'envisager sereinement des transitions SaaS sur l'ensemble du parc, et sur des plus petits clients, des clients de taille intermédiaire ou des clients à 20 000 ressources par exemple. On a un NSLA de 90 sur la partie infrastructure. C'est la qualité de la solution intrinsèque et la qualité de l'infrastructure nous permet d'avoir pour l'instant un taux de disponibilité qui est de 99-95 en moyenne sur les clients, ce qui est au-delà de notre engagement qui est de 99,5. On peut passer sur la prochaine slide. OK. Franck l'a évoqué, en fait, le SaaS, ça va nous permettre, et ça nous permet déjà, quand on travaille sur nos prochaines roadmaps et sur des roadmaps finalement de penser sur l'innovation et de pouvoir se reposer sur des mécanismes qu'on va trouver sur étagère dans le cloud. Alors que si on avait dû se dire, tiens, il faudra demander aux clients d'avoir des cartes graphiques de tel type pour aller sur telle technologie ou du matériel spécifique ou des problématiques de déploiement compliquées, eh bien, on casserait cette dynamique. Et donc, l'idée, c'est que notre roadmap, dès à présent, est déjà très orientée SaaS et elle sera exclusivement, du coup, orientée SaaS à partir de décembre 2025. Donc, dans les nouveautés, il y en a déjà qui seront disponibles qu'en SaaS, parmi lesquels le module BI, l'offre API, le portail collaborateur, portail agent, on appelle parfois FreeTime ou self-service, et tout ce qui est orienté autour de la planification automatique. Un mot sur l'hébergement. On a fait un choix structurant et qu'on a fait depuis 2017. Je n'étais pas encore arrivé, mais ce choix s'est arrivé à être pertinent, c'est d'avoir vraiment mis le paquet sur la qualité et on a fait le choix de cloud provider de classe mondiale qu'on appelle un hyperscaler. Des hyperscalers, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je dirais qu'il y en a 5 majeurs. Et Oracle fait partie des hyperscalers très connus, peut-être un peu moins connus qu'AWS, Azure ou Google. Mais enfin, on est sur des niveaux d'investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour faire construire ces plateformes. Et donc, le gros avantage, c'est qu'on bénéficie à travers ce choix qui est assez onéreux, hein, mais qui vous permet d'être sûr que nous, on a les certifications françaises et européennes sur
plein d'aspects qui sont mis en dessous, notamment autour de la sécurité. Je ne vais pas tous les détailler, mais tout ça, c'est fait pour qu'on ait la garantie que vous n'ayez pas de risque cyber, ou en tout cas les limiter au maximum par cet hébergement. Petite précision, maintenant, à partir de 2024, là, enfin, toutes les nouvelles transitions SaaS se feront avec un hébergement qui, en France, avant, c'était disponible qu'en Allemagne. Aujourd'hui, on a fait le choix de Paris, voilà, pour héberger vos données. Avec le micro, c'est mieux. Merci Stéphane. Merci Stéphane pour ces éléments. Je vois la caméra de Thierry Alain qui s'est allumée. Et bah, vous l'avez compris, en fait, c'est important aussi pour Assis de ne pas vous donner que finalement notre vision. Alors, on a tenu à ce qu'un de nos clients témoigne et puis vous parle finalement de toute son expérience. Et pour cela, on a sollicité un client parmi les plus anciens de Chronos, qui a fait un double choix en simultané, c'est-à-dire à la fois de passer sur la V10 de Chronos et à la fois de passer sur cette version en SaaS. Alors, je souhaite remercier Thierry Alain Carvela, que je vois, donc directeur du système d'information du GHT Sud Val d'Oise Nord Hauts-de-Seine, et Halima Oulayan, je ne la vois pas, elle est bien présente, Voilà. Halima. Malheureusement, elle s'excuse. Ok. Elle ne pourra pas être présente à cette session. Alors, vous allez devoir, Thierry Alain, faire tous les slides. J'assurerai seul. En tout cas, merci d'avoir accepté sans hésitation de participer à ce webinaire, à ce deuxième webinaire, puisque vous aviez aussi participé au premier, afin de faire finalement votre retour d'expérience. Ouais. Du coup, je m'efface. Voilà, on a fait les présentations, je m'efface pour que vous nous présentiez plus en détail le GHT, le contexte, le projet, etc. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir réinvité. Effectivement, je suis le directeur des systèmes d'information du GHT Sud Val d'Oise Nord Hauts-de-Seine, qui comporte 5 établissements que vous voyez à l'écran, dont 3 gros établissements de type médecine, chirurgie, obstétrique, un établissement de psychiatrie et un établissement de type soins de suite et de réhabilitation. Et parmi ces établissements, l'un d'entre eux, l'établissement de Nanterre, est effectivement client Chronos, historiquement, qui avait une version obsolète et dont il a fallu faire par obligation, et on verra que les obligations s'imposent ou sont traitées par le modèle SaaS, dont il a fallu faire l'évolution dans une version intermédiaire dans un premier temps que nous avions imaginé, et puis après à l'abandon de technologie dans une version finale qui est la version 10 de Chronos. Et dans cette phase de choix, nous avons effectivement pris la décision, et j'ai pris la décision de basculer en mode SaaS. Donc vous avez là le calendrier du projet qui s'est déployé, avec une grosse phase, bien entendu, de recettes fonctionnelles et métiers, puisqu'il s'agissait quand même, dans cette nouvelle version, de requalifier l'ensemble du projet de gestion de temps de l'établissement. Donc il y a une appréhension importante de la part de la direction des ressources humaines de disposer de quelque chose qui soit fiable. Et puis ensuite de formation et de déploiement depuis le 1er janvier de l'année 2024. Sur la slide suivante, peut-être. Alors, la question, enfin, le choix du SaaS est important. Et il a été important pour nous pour des raisons qui ont été évoquées par M. Giraud, qui sont que dans un établissement de santé, la pléthore d'applications logicielles que nous avons nous oblige parfois à faire des choix, et des choix de sécuriser d'abord tout ce qui est relatif au médical, et de parfois reléguer malheureusement ce qui est relatif à l'administratif. Et pour autant, ils ont le droit, comme tout le monde, à des solutions de qualité. Les sujets qui ont été évoqués de disponibilité, d'accessibilité, de sécurité et d'évolutivité. Alors, on parle d'évolutivité, c'est à la fois le maintien en condition opérationnelle, bien entendu, et c'est aussi les nouvelles versions, et créent une charge très importante dans les directions de systèmes d'information des établissements de santé, qui n'ont pas forcément toutes les ressources adéquates pour pouvoir traiter ces sujets-là. La raréfaction des ressources informatiques sur le marché
dans tous les domaines, créant une contrainte supplémentaire. Par ailleurs, et comment dirais-je, ça je le constate sur beaucoup de sujets, et c'est pour ça qu'on a été dans ce sens-là aussi, c'est que la qualité de service en termes de SaaS est bien meilleure parce que d'abord, le fournisseur il connaît parfaitement son produit, ce qui n'est pas le cas de nos équipes, qu'il n'a qu'une seule solution à gérer, ce qui n'est pas le cas de nos équipes non plus, et il le fait avec une multiplicité d'acteurs, ou avec des acteurs qui sont engagés sur une population qu'il maîtrise parfaitement. Au regard de ce que l'on mesure, moi j'estime que la qualité du SaaS est effectivement, si ce n'est le coût du SaaS, si ce n'est le même, voire peut-être moins cher. Alors, au regard des coûts, c'est très compliqué de calculer le coût de l'hébergement versus le coût du on-premise, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, outre la partie investissement des serveurs, des logiciels, etc., leur exploitation des différents acteurs, mais la partie logicielle et le coût des mises à jour sont des éléments qu'on prend en compte. Néanmoins, au global, moi j'estime que c'est à peu près la même chose, d'autant que, et c'est un élément qui différencie la période actuelle du passé, c'est que le cloud est largement entré dans les mœurs. Et pour le coup, on a, comment dirais-je, nous, fait le choix dans un certain nombre de sujets que je notais ici, hein, de faire le choix du cloud parce que c'était simplement plus pertinent au regard des services qu'ils apportent. Vous avez compris que le SaaS apporte une garantie de support et de qualité, mais et si je veux revenir sur le dernier point, pour ce qui nous concerne, les éléments médicaux, les sujets médicaux, les sujets de systèmes d'information médicaux sont notre priorité. Et de mettre en SaaS des solutions comme celle-ci sont, comment dire, pour nous, la capacité de nous recentrer sur notre cœur de métier, c'est-à-dire de traiter des solutions qui sont purement médicales et médico-administratives. C'est donc de retrouver de la disponibilité de ressources pour nos travaux internes. Si vous voulez, merci. En complément, et ça c'était un élément de choix pour aussi faire valoir la transformation auprès des acteurs, on a fait le choix d'ouvrir la solution Chronos et de l'accompagner avec un portail, le portail agent. Et d'imaginer une solution qui soit ouverte à tous les agents, comme dire, on-premise, c'était de rajouter une complexité non négligeable de la connexion de l'agent à ce portail, surtout lorsqu'il n'est pas présent dans l'établissement. Et or, les établissements de santé sont très comment dire, gourmands de ressources humaines, comme vous l'imaginez. Et donc, de le faire en SaaS, c'est la capacité pour nous de nous défaire de ce besoin de sécuriser le réseau de l'établissement et d'offrir aux agents la capacité, partout où ils le veulent, de mesurer leur disponibilité de congés, de RTT et leur planning. Pour autant, la supervision elle est dynamique, et ça, on l'a confié à Aziz, qui a la responsabilité forte de la sécurisation de nos données, ce qui est un élément, comment dirais-je, pour nous. Et de fait, on se reporte uniquement sur ce qui est notre cœur de métier. Alors, dans le régalien, comme je l'ai dit ici, il y a bien sûr les solutions RH, mais c'est plutôt les solutions de RH de type paye, qui sont alimentées par les solutions comment dire, de gestion de temps. La gestion de temps est, comment dire, paramétrée, mais une fois qu'elle est paramétrée, on va dire qu'elle devient je dirais, une annexe du système d'information de gestion des ressources humaines. Et pour nous, c'était donc comment dire, important, facile, pour peu qu'on arrive à comment dire, faire valoir cette transformation à la direction des ressources humaines et de nous imposer comme le relais, parce que pour le fait, la DSI, elle a un rôle très important de mise en relation. Alors, on a toujours besoin de l'interopérabilité, mais l'interopérabilité, comme la sécurité ou des sujets comment dire, plus techniques, de dynamique d'accès, de facilitation d'accès depuis les postes de travail, sont des éléments qu'on remet au cœur du jeu, beaucoup plus orientés vers le métier, moins vers la technique, ce qui est plus simple de compréhension pour les directions de ressources humaines derrière. Merci Thierry Alain. Alors, je ne sais pas, Delphine, si nous avons des questions. Oui, on a des questions qui sont arrivées.
Notamment une première sur est-ce qu'il y a eu des craintes en termes de sécurité sur le SaaS, notamment au niveau de la direction? On a, comme je le disais, le cloud est dans l'air du temps. Nous avions une expérience déjà forte avec l'externalisation de la messagerie. Et pour le coup, nous avons externalisé la messagerie et les outils collaboratifs au moment du Covid, comme dire, il y a des éléments de sécurité ou de rassurance auprès de la direction que nous avons dû faire valoir. Et dans cette continuité, on répond de la même façon aux directions générales en les réassurant sur la qualité des fournisseurs que nous mesurons, qui est contractuellement définie, de toute façon. Et de fait, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui. Ce qui vient, comment dirais-je, mais ce n'est pas relatif à un éditeur et au passage au cloud, ce qui vient beaucoup contraindre les directions générales, c'est le coût de la numérisation des systèmes d'information dans leur ensemble. Dans leur ensemble, c'est tout le secteur de la santé et de tous les secteurs, comment dire d'ailleurs, qui se numérisent. Et du coup, la part du numérique dans les budgets comment dire, est importante. Là aussi, on réassure les directions générales en leur disant que de toute façon, sécurité et finance, ça va ensemble, que dans le coût que nous payons à notre éditeur, il y a aussi le coût de la sécurité que nous ne portons plus du coup. Et c'est plus simple pour nous, pour garantir que nous nous reportions sur les systèmes purement régaliens. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que le cloud a fait d'abord la preuve de sa pertinence, mais aussi est absolument absorbé ou est rentré dans les mœurs d'un point de vue des directions générales. On a une autre question qui est un peu dans la lignée de ce que vous venez d'aborder, c'est pour le MCO. Est-ce qu'il est possible de préciser ce qui était à l'origine fait en interne au sein du cache et qui est maintenant pris en charge par Assis? Alors, préalablement, nous avions des systèmes qui étaient comment dire, complètement internalisés, c'est-à-dire que nous avions des serveurs, l'interface avec les badges, des interfaces avec des systèmes d'information de ressources humaines et les serveurs avec des accessibilités donc de postes de travail puisque c'était plutôt des clients lourds. Donc, de fait, il y avait des déploiements sur les postes de travail. Donc, il y a une charge d'exploitation et de maintien en conditions opérationnelles qui était importante. La fréquence des évolutions ou des corrections n'était pas forcément la même non plus, ce qui avait généré des défauts de fonctionnement parfois, mais tout était internalisé. Pour le coup, là, au jour d'aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que tout ce qui est du poste de travail et de la solution des serveurs base de données, etc., est complètement externalisé. Donc, on n'a plus à faire les maintenances des serveurs au sens opérationnel technique, donc les systèmes d'exploitation des serveurs qui portent la solution, ni pour les parties des bases de données, pas besoin de faire des mises à jour sur les postes de travail sur les serveurs, pas besoin d'exploiter les bases de données. Le seul élément que nous ayons conservé à l'interne, parce que c'est un élément qu'on ne peut pas externaliser, c'est la passerelle entre les badges et la solution Chronos. Et ensuite, on a une interface entre la solution Chronos et notre système de gestion des ressources humaines, de paye, qui est pour elle aussi dans un cloud privé. De fait, on a une simplification très importante de l'architecture et nos admins système réseau ou responsables d'exploitation peuvent se concentrer sur d'autres tâches. Merci, je pense qu'on a plus de questions pour vous. On a d'autres questions par ailleurs pour Assis, je pense, d'une manière plus générale sur le SaaS. Mais je vérifie si vous avez encore une question pour Thierry Alain Carvela, c'est maintenant et vous pouvez les poser sur votre. Alors, je pense que j'ai une question sur les badges, mais je pense qu'elle est plutôt. Bon, allez, je vous la pose, on verra. Une question fonctionnelle. Utilisez-vous uniquement des badges physiques ou utilisez-vous également les badges virtuels dans votre gestion des présences? Alors, la gestion des badges, c'est un élément intéressant. Donc, pour l'instant, elles sont physiques, mais effectivement, on a prévu de fait pour les télétravailleurs d'ouvrir à des badges virtuels pour qu'on puisse mesurer aussi leur temps efficace efficient plutôt, de travail et ouvrir à cette question de l'organisation, de la transformation de l'organisation des établissements. Autre question. Avez-vous des applications internes qui interrogent en direct la base de données Chronos? Non, on n'a aucune solution qui vienne taper sur la base de données Chronos.
Par ailleurs, ce serait intéressant de voir lesquels, parce que nous utilisons Chronos au travers de la solution et de l'interfaçage avec la gestion de la paye. Et après, on a tout ce qui peut être du contrôle de temps et des rapports de contrôle de temps. Donc, a priori, de mon point de vue et de l'expérience que j'en ai, on n'a pas de besoin d'accéder directement à la base de données Chronos. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, c'est noté pour ici. Peut-être que cette question de connexion à d'autres outils SI, en fait, pourrait être abordée en fin de webinaire, parce que j'ai lu un tout petit peu les questions et j'en ai identifié pas mal, notamment des outils de BI ou de reporting. Donc j'enchaîne avant de passer à cette séance de questions-réponses. Et évidemment, avant d'enchaîner, encore une fois, merci Thierry Alain pour cette intervention et ce témoignage. Je voulais dire au début de webinaire, on a mis en place, en fait, Assis a mis en place, a construit finalement un dispositif tout particulier et dédié, d'ailleurs, pour vous accompagner, pour accompagner nos clients sans couture dans la transition du on-premise vers le SaaS. Alors, on a appelé ça, c'est pas très original, mais au moins ça parle à tout le monde, on a appelé ça l'offre transition SaaS. Cette offre-là, vous la découvrez, mais évidemment qu'on pourra vous la préciser de façon individuelle. Mais en tout cas, le premier point sur lequel je souhaite insister particulièrement au sujet de cette offre, c'est qu'il s'agit d'une offre de transition et pas une offre de migration. Pour être un peu plus précis, je dirais là que 90% des sujets que nous prenons en charge dans l'offre de transition sont des aspects techniques simples, pour ainsi dire transparents pour nos clients. Donc c'est vraiment, on transitionne d'un état on-premise vers un état SaaS, mais en aucun cas on migre d'un environnement d'une vieille version vers une nouvelle version avec son lot de recettes, son lot de modifications. Non, on prend la version et on l'amène vers un autre mode finalement d'hébergement. C'est vraiment une transition. Le deuxième point important, me semble-t-il, concerne le dispositif en fait qu'Assis a construit. C'est-à-dire que tous nos clients qui effectuent cette transition SaaS sont pris en charge et accompagnés par une équipe dédiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas à se poser la question de allez, quand est-ce qu'on commence, on fait un planning, oui, mais là je suis dispo, je suis pas dispo, etc. C'est-à-dire que Assis a construit une équipe dédiée pour effectuer ces transitions SaaS. Alors cette équipe, elle est évidemment principalement constituée d'experts techniques. Et je précise que tous les coûts techniques liés à la transition SaaS seront transparents pour nos clients. Et puis on a aussi des consultants et puis des chefs d'orchestre voilà, pour vous accompagner, notamment sur les aspects peut-être plus communication interne ou mode de fonctionnement, ne serait-ce pour vous donner les accès et vous expliquer aussi les changements, notamment la réception des mises à jour et des release notes tous les 15 jours, parce qu'au-delà en fait, du fait qu'on mette à jour la version automatique tous les 15 jours, on vous envoie effectivement ce qu'on appelle la release note, c'est-à-dire toutes les évolutions qu'on a apportées et toutes les corrections qu'on a apportées dans la version installée. Troisième point peut-être sur lequel on peut insister, c'est les aspects coûts. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur la partie technique et fonctionnelle. Maintenant, on a conscience, enfin en tout cas Assis a conscience que parmi certains d'entre vous, vous avez plus ou moins récemment migré en version 10 on-premise. Donc on l'a intégré. C'est-à-dire que l'idée, c'est de peut-être d'avoir une progressivité, en tout cas une tarification adaptée en fonction du moment où vous avez effectué votre migration on-premise. Alors, je ne peux pas évidemment vous donner la règle par rapport à ça parce que c'est vraiment très personnalisé. C'est-à-dire qu'au moment où nos équipes vont vous appeler pour voir comment on peut aller vers cette transition SaaS et quand on peut aller vers cette transition SaaS, en fait, on va intégrer dans notre proposition de loyer le fait que vous ayez migré vers la version on-premise de Chronos plus ou moins rapidement. Dernière info qui me semble intéressante de vous donner, c'est le temps de cette transition. Bon, en moyenne, c'est 1 mois. Voilà. On a fait moins,
on a fait un peu plus parce qu'il faut qu'on tienne compte aussi de vos besoins et de vos contraintes. Mais sachez qu'à partir du moment où on se dit, allez, c'est parti, en moyenne, il faut 1 mois pour que le chrono soit ouvert à vos utilisateurs en SaaS. Alors, je vous l'ai un petit peu dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de questions sur cette offre-là. On va peut-être répondre à quelques questions en séance. Mais vous allez en avoir plein et puis des questions qui vous sont propres. Donc, on va vous appeler. Les équipes commerciales vont vous contacter de façon à faire le point avec vous sur, d'une part, votre niveau de maturité, j'allais dire, par rapport à cette approche SaaS, et d'autre part, bah, voir avec vous comment on peut construire ensemble cette offre transition et dans quel délai, dans quel coût, dans quel planning, en tenant compte de tous vos besoins et de toutes vos contraintes. Alors, Bah, on a c'est pas mal de parti. questions, Oui, j'imagine. effectivement. Et tant mieux. Alors, première question, est-ce qu'à terme, être en SaaS sera obligatoire? Waouh. On commence fort. Je vais prendre, si tu veux bien, Stéphane. On ne peut pas vous obliger. En fait, c'est pas notre rôle. Ce qu'on vous dit, en fait, au travers de ce webinaire, c'est que quelque part, notre conviction et le sens de l'histoire, c'est le SaaS. Et que donc Chronos ne sera disponible très prochainement qu'en SaaS. Mais on ne peut pas vous obliger à aller vers le SaaS. Nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est vous accompagner, parce que c'est important pour nous bah, qu'on soit là en fait à chaque étape du cycle de vie de nos clients. Donc on souhaite évidemment vous accompagner, on souhaite évidemment que vous alliez vers le SaaS, mais on ne peut pas vous obliger. Après, par rapport à ça, ne pas aller vers le SaaS avec Chronos aujourd'hui reviendrait à quitter Chronos. On ne va pas se le cacher, voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, vous savez, je discute évidemment avec nos confrères, nos concurrents. Bon, concrètement, ils ont quand même des stratégies qui sont euh, similaires à celles d'Assis, parce que, encore une fois, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que des solutions GTA en SaaS dans un futur proche, je ne sais pas s'il en restera. Une autre question sur, en SaaS, est-il possible à des applications tiers type Power BI de pouvoir accéder à la base Oracle Cloud? Oui, donc je vais préciser, effectivement, c'est possible. Alors, c'est possible qu'en lecture, à travers ce qu'on appelle un réplica de la base de données. En fait, en SaaS, il est très important dans les bonnes pratiques de ne pas exposer la base de données principale, enfin la base de données où vous faites des opérations. Elle est masquée, elle n'est pas accessible depuis Internet, elle est accessible que par l'application qui va vérifier les contrôles. Et donc là, pour des applications spécifiques de type BI, qui en général concernent moins d'utilisateurs, on va dédier un espace sécurisé qui va vous permettre d'avoir des informations rafraîchies tous les jours pour pouvoir faire vos statistiques. Donc ça marche avec Power BI, ça marche avec Business Objects, ça marchera avec Click, etc. Mais en fait, c'est de votre point de vue, ça ne change rien par rapport à on-premise parce que au lieu d'aller sur votre base de données locale, vous allez interroger la base de données distante. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de changements. Une autre question, quid des interfaces avec d'autres applications possiblement restées en SaaS? En on-prem, pardon, en on-prem. Donc le principe, en fait, c'est qu'on base toute la chaîne d'échange de fichiers à travers une interface qui s'appelle le SFTP, Secured File Transfer Protocol, qui est, à mon avis, déployé chez la plupart des clients. Et donc, une fois qu'on a bougé les fichiers, enfin, parfois même en on-premise, c'est déjà le cas. Hein. Une fois qu'on les a bougés et qu'on utilise une espèce de dépôt de fichiers qui est sécurisé, eh bien, en fait, les applications communiquent comme avant. En fait, y a pas de... C'est même sans doute dans la transition ce qui est le plus simple à mettre en place. J'ai une autre question qui est un peu dans la même lignée, je pense. Comment sont repris les spécifiques, alors les interfaces, mais comment sont repris les spécifiques? Alors, les spécifiques, bon, déjà, dans la V10, il y avait déjà plus de spécifiques sur la partie cliente, il n'y avait pas d'écran spécifique qui pouvait être développé, etc. Les spécifiques qui étaient développés, c'était essentiellement des fonctions spécifiques dans le moteur qui sont, à chaque fois qu'on reprend un client, en fait, ils ont été repris dans le moteur, donc ça ne changera pas. Enfin, ce travail-là a déjà été fait dans la partie
on-premise SaaS. Donc, en fait, tout ce que vous avez comme fonctionnalité spécifique que vous aviez en on-premise, vous allez les retrouver dans le SaaS. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le sujet serait, si vous étiez en V8.7, à ce moment-là, il y a un travail d'analyse pour essayer de se remettre dans la partie standard. Mais pour les gens qui sont des gens, pour les clients qui sont des gens en V10, ça pose pas de problème. C'est pas un problème lié en fait au SaaS, d'accord? C'est un problème lié à la version où on essaie de standardiser. Autre question. Hop, pardon, j'y reviens. Question, comment arrivez-vous à migrer sur un délai aussi court tous vos clients en SaaS? Alors, on peut en faire, objectivement, on peut pas en faire 25 par jour. On a des limites de capacité, c'est sûr. Dans les faits, on a déjà très bien organisé de façon un peu industrielle et les migrations de V8.7 vers V10. On en a eu quand même pas mal depuis les 4 dernières années. Et là, en fait, c'est plus simple parce que on a fait ce travail déjà de rationalisation en V10. Donc, il y a assez peu il n'y a pas de changement fonctionnel, c'est que des problématiques techniques. Et ce qu'on n'a pas présenté, on n'a pas forcément énormément de temps, c'est que sur la partie SaaS, on a fait des très gros travaux de plateformisation du SaaS. C'est-à-dire qu'on parlait des SFTP. Aujourd'hui, le SFTP, ce n'est pas des lignes de commande qu'il faut faire pour aller mettre en place, c'est des clics de souris dans notre interface à nous permettant de gérer l'hébergement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées et c'est ce qui fait que à force d'en faire, et puis on a préparé aussi cette transition pour que on n'ait pas de problème de raz-de-marée, mais ce serait une très bonne nouvelle, ça. On serait très content. Voilà. D'autres questions, elles sont un peu dans le désordre, je suis désolée, mais on a une question sur le coût du SaaS, notamment pour nos clients dans le secteur hospitalier, avec des budgets de fonctionnement contraints. Oui, c'est quelque chose qui ne doit pas être tabou, parce qu'effectivement, le coût, c'est une composante importante. Je l'ai vu, la question, Delphine, dans le fil, et elle commence par le SaaS, c'est génial. Mais à Ah quel oui, coût? Donc c'est bien parce qu'en fait, on a fait la moitié, c'est le SaaS, c'est génial. Mais à quel coût? Alors, par rapport à ce coût, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'une part une progressivité du coût par rapport au moment où nos clients ont migré en V10 on-premise. Si par exemple vous avez migré en V10 on-premise cette année, l'année prochaine, le coût enfin, le loyer sera très faible. Parce que évidemment que vous avez déjà payé les licences on-premise. Donc, et c'est progressif, c'est-à-dire que dans 2 ans, ce sera un peu plus, dans 3 ans, encore un peu plus, etc. Il y a un autre composant qui est important dans cette question, je trouve, c'est le côté budget de fonctionnement. Alors, sachez que dans cette offre transition SaaS, on intègre cette notion de budget de fonctionnement ou budget d'investissement. Ça veut dire qu'en fait, on a la capacité de proposer SaaS Chronos dans un budget d'investissement, voire même de répartir le coût du SaaS sur 3-4 ans dans un budget d'investissement pour un certain pourcentage et dans un budget de fonctionnement pour un autre pourcentage. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est progressivité par rapport au moment où vous avez migré en V10 on-premise. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la licence Chronos Web, qui consiste à répartir le coût du SaaS sur 3-4 ans, de le répartir dans un budget de fonctionnement pour partie et pour petite partie, et dans un budget d'investissement pour une autre partie. Une autre question sur l'échéance pour passer en mode SaaS, pour pouvoir continuer à utiliser Chronos. L'échéance, elle est dans ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les nouvelles fonctionnalités majeures à partir de fin 2024 ne seront disponibles qu'en SaaS. La maintenance, telle que vous la connaissez aujourd'hui, ne sera que jusqu'à finalement fin d'année 2025. À partir de 2025, les versions on-premise passent en long time support. Donc, on ne corrige que les problématiques de sécurité et les bugs bloquants. Donc, à partir de ça, quelque part, vu que le long time support dure 2 ans, vous pouvez utiliser votre version on-premise encore pendant 3 ans, du coup. Voilà. Pour autant,
nous, on est convaincus qu'on peut vous accompagner pour aller vers le SaaS et du coup utiliser Chronos avec toutes ces nouveautés et toutes ces nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible. Une question, sur les interfaces. Toutes les interfaces seront-elles toujours uniquement par fichier plat? Y aura-t-il des API pour, permettre à Chronos, d'interagir avec d'autres solutions? Je vais prendre cette partie-là. Donc, en fait, on fait un gros travail d'APIisation. On n'a pas encore les API sur l'ensemble des éléments de Chronos. En fait, dans la refonte de Chronos V10, on a déjà beaucoup d'API internes qu'on est en train de rendre publiques à travers une offre. Et donc, je ne sais pas de délai ou donner précisément, mais dans les prochaines années, on aura les API pour l'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur Chronos. Vous pourriez même, entre guillemets, en refaire un vous-même du point de vue graphique avec juste les API. Bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est pour juste vous montrer. Sur les interfaces, en fait, justement, cette APIfication permettra d'envisager de commencer à faire des interfaces peut-être plus synchrones sur la question de la paye. Après, on a une difficulté, et ça, il faut le regarder paye par paye, parce qu'on a des payes en face qui ont aussi 30 ans et qui n'ont pas forcément, qui parfois ont des produits qui ne veulent pas forcément faire évoluer énormément, ou ils ont un autre produit. Enfin, chaque cas est particulier sur chaque paye. Mais c'est intéressant d'avoir ces remontées parce que ça peut aussi influencer notre roadmap pour peut-être justement proposer des payes avec une approche via API. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Autre question pour les clients qui ne sont pas encore sur la Chronos 10, un passage en SaaS 10 implique bien au préalable une migration vers la V10 on-prem? Alors non, on peut tout à fait imaginer des migrations V8, puisque les versions antérieures, c'est la V8.7, directement en V10 SaaS, sans aucun problème. On le fait d'ailleurs très souvent, puisqu'on a des clients, alors de moins en moins, puisque la salve de migration V8.7 vers V10 est quasiment derrière nous, à une dizaine d'exceptions près, peut-être une quinzaine d'exceptions près. Et donc, beaucoup de nos clients sont passés directement de 8.7 on-premise, voire 8.6 d'ailleurs on-premise, vers une V10 SaaS. Une question d'un point de vue fonctionnel. Avons-nous la même liberté, par exemple, sur la modification des compteurs, des tâches ou du paramétrage lorsque nous sommes en SaaS? Alors, ouais, alors il y a plein de use cases possibles. En fait, sur les modifications compteurs, bah, enfin, ça dépend si on passe par l'interface graphique ou pas. Si c'est des modifications en base de données directement, bah, ça ne nous paraît pas être une bonne pratique. Donc, si c'est pas tracé, enfin, je ne veux pas tout expliquer, mais l'idée, c'est que si c'est le cas, il faut qu'on étudie les use cases, enfin les cas d'utilisation donc avec vous pour comprendre pourquoi vous avez besoin de faire ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a un bug dans un cas qui est vous contournez? Dans ces cas-là, bah, il faut qu'on corrige le bug ou qu'on vous rajoute une fonction, je ne sais pas. Ça, c'est des discussions fonctionnelles. Après, sur la plateforme en elle-même, nous, on rajoute de plus en plus de services. Je vous parlais des services SFTP qui ont été modélisés pour qu'on ait ça chez nous et qu'on puisse proposer quelque chose de qualité. C'est pareil pour les tâches planifiées. C'est des choses qu'on est en train de mettre en œuvre en fait pour que justement on retrouve la même, on va dire quasiment la même flexibilité. Mais le quasiment, ce ne sera jamais exactement parce que nous, ce qu'on veut garantir, c'est absolument la sécurité. On ne veut pas que les choses soient faites manuellement et qu'il y ait des risques potentiellement de perte de données ou d'accès illicite ou de problèmes de RGPD ou ce genre de choses. En SaaS, on troque toujours un tout petit peu de flexibilité, mais pour des garanties énormes, par contre, en termes de traçabilité. Les tâches planifiées, ça fait partie des sujets qu'on a bien en tête. Merci. On a, encore plein de questions qui, sont arrivées, qui continuent à arriver. Je propose on est déjà au-delà de l'horaire prévu, donc en fait, nous, on a bien noté toutes les questions et on voit qui, les a posées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lister, on va les transmettre à vos, interlocuteurs commerciaux notamment, qui pourront vous répondre et donc ils reviendront vers vous avec, des réponses, vraiment personnalisées. Et Franck, je te laisse, Ouais, conclure bah, du pour coup. conclure ce webinaire, je vous remercie évidemment une nouvelle fois d'avoir été présent. Je remercie
une dernière fois, Monsieur Carvela, pour sa participation et son témoignage. C'est précieux que nos clients témoignent. Et puis, quelque part, je vous donne rendez-vous. Alors, à très bientôt pour ceux qui en font partie au niveau du Club U. Et puis, comme on se l'a dit au long de ce webinaire, on va reprendre contact avec vous, avec chacun d'entre vous, de façon à vous écouter, à écouter votre besoin et évidemment voir comment on va y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon appétit du coup. Ça va bientôt être là. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.